Quand j'avais 15 ans, mes parents m'ont emmené au lac. Ils m'ont jeté une bouée à moitié dégonflée et m'ont lancé « Nage ou coule, ingrate. Prouve que tu vaux quelque chose. » Puis ils sont partis en trombe, musique à fond et rire. J'ai failli me noyer 3 fois avant qu'un pêcheur, me trouvant les lèvres bleues, ne me sorte de là. Je lui ai dit que j'étais orpheline. Maintenant, j'ai 36 ans. Ce matin, ils ont réalisé leur terrible erreur. Ils ont trouvé mon numéro et ont commencé à appeler 30 fois par jour. Mon téléphone vibrait sans arrêt. 20 appels manqués d'un numéro inconnu au moment où je suis sorti de la douche. Au début, j'ai bloqué le numéro. Des tactiques de spam typiques, n'est-ce pas? Mais ensuite, un SMS est arrivé d'un autre numéro. Lawson, c'est ta mère. S'il te plaît, décroche. Nous devons te parler. Je suis resté figé devant ces mots pendant 5 bonnes minutes, mon café refroidissant à côté de mon clavier. 21 ans de silence et maintenant ça. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'étais assise là, dans mon appartement, l'endroit pour lequel j'avais travaillé d'arrache-pied après avoir commencé avec absolument rien, quand ils ont décidé de réapparaître. Il faut que je revienne en arrière pour vous donner du contexte. Quand je dis aux gens que je n'ai pas parlé à mes parents depuis que j'ai 15 ans, ils supposent généralement qu'il s'agit d'une crise d'adolescence typique, peut-être d'un désaccord religieux. Croyez-moi, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé au lac n'était pas un désaccord. C'était une tentative de meurtre. J'étais une enfant normale, peut-être un peu insolente, traversant certainement cette phase où tout ce que mes parents disaient m'énervait. Mais quelle adolescente n'est pas comme ça? Mon père, Sutton, avait toujours la colère facile. Il faisait des petits boulots dans le bâtiment quand il pouvait en trouver, et il buvait quand il ne le pouvait pas. Ma mère, Savannah, était plus subtile dans sa cruauté. Le genre à sourire en plantant le couteau. Cet été-là a été particulièrement pénible. Papa avait été licencié une fois de plus. L'argent était rare, et j'avais commis l'erreur catastrophique de demander si je pouvais aller à un camp de vacances comme mes amis. Cela a déclenché une semaine de tirades sur la façon dont j'étais ingrate, sur le fait que je n'appréciais pas leur sacrifice. Puis ce samedi est arrivé. Maman m'a réveillé, d'une humeur inhabituellement joyeuse. Nous allons au lac aujourd'hui, journée en famille. Je me souviens avoir été suspicieuse, mais aussi pleine d'espoir. Peut-être qu'ils essayaient. Peut-être que les choses allaient s'améliorer. Le lac était à environ 1 heure de chez nous. Il n'y avait pas grand monde ce jour-là. Le ciel était couvert, menaçant de pluie. Nous nous sommes garés dans un endroit isolé, et papa a sorti une vieille chambre à air du coffre. Elle était à moitié dégonflée, tenant à peine l'air. Je me souviens qu'il me l'a jetée tandis que maman attrapait la glacière, qui, je l'ai réalisé plus tard, était pleine de bière, pas de sandwich. J'étais debout au bord de l'eau quand c'est arrivé. La main de papa entre mes omoplates, me poussant en avant. J'ai trébuché, je suis tombé dans une eau plus profonde que je ne le pensais. Quand j'ai fait surface, en crachotant, ils étaient tous les deux là, à me regarder. « Nage ou coule, ingrate », a dit papa. « Prouve que tu vaux quelque chose. » Maman s'est contentée de sourire, de ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. J'ai cru que c'était une sorte de blague tordue jusqu'à ce qu'il commence à retourner à la voiture. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il s'agissait de plus qu'une punition sévère, plus qu'une simple leçon de vie cruelle. C'était leur façon de se débarrasser de moi. Je leur ai crié dessus, entre le rire et la panique. C'est à ce moment-là que maman s'est retournée et a pris une photo de moi dans l'eau. Pour les souvenirs, qu'elle a dit. Le moteur a démarré, la radio a hurlé. Ils sont partis. Je ne suis pas une nageuse hors pair aujourd'hui, et je l'étais encore moins à l'époque. La bouée n'arrêtait pas de m'échapper des mains chaque fois que j'essayais de l'attraper. La première fois que j'ai coulé, j'ai avalé tellement d'eau que j'ai vomi en remontant à la surface. La deuxième fois, j'ai eu une crampe à la jambe et j'ai à peine réussi à remonter. La troisième fois, je ne me souviens même plus, juste de l'obscurité et du froid. Robin m'a trouvé, les lèvres bleues et à peine consciente, agrippé à cette bouée pathétique qui avait dérivé près de son coin de pêche à environ 1 kilomètre en aval. Il a dit plus tard qu'il avait cru que j'étais morte au début. Il m'a fait du bouche à bouche, m'a enveloppé dans des couvertures de survie qu'il avait dans son camion, et n'arrêtait pas de me demander où étaient mes parents. « Je suis orpheline », je lui ai dit. Je n'en ai pas. Techniquement un mensonge, mais aussi la chose la plus honnête que j'ai jamais dite. Robin a appelé la police. J'ai paniqué, je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que mes parents me tueraient si les autorités s'en mêlaient. Quelque chose a changé dans son regard. Il a compris. Il a dit au policier qui est arrivé qu'il m'avait trouvé en train de nager seul, que j'avais eu des difficultés dans l'eau. Ensuite, il m'a aidé à entrer dans un foyer d'accueil au lieu de me renvoyer chez eux. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait dans le système. Avec le recul,
Je ne sais pas comment il a fait, mais je suis en vie grâce à lui. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Des foyers d'accueil, puis une bourse pour un collège communautaire, travaillant 2 emplois justes pour me payer des ramen et mon ticket de bus. Personne pour co-signer des prêts, pas de filet de sécurité, pas de fête de famille. Pendant que mes camarades de classe rentraient chez eux pendant les vacances, j'accumulais les heures supplémentaires. J'ai manqué beaucoup de cours à cause du travail. J'ai étudié pendant les pauses et dans les bus, j'ai quand même obtenu mon diplôme avec des notes correctes. Maintenant, j'ai 36 ans. J'ai ma propre entreprise de conseil en sécurité, un appartement correct, une vie que j'ai construite à partir de rien, et maintenant ils veulent me parler. Maintenant, une fois le choc initial passé, j'ai vérifié mes réseaux sociaux. Bien sûr, des demandes d'amis de leur part à tous les deux il y a 3 jours. Leurs profils sont pour la plupart privés, mais leurs photos de profil racontent une histoire. Ils ont mal vieilli, comme si le karma était venu se faire payer. Papa a l'air d'avoir 65 ans, pas 56. Le faux sourire de maman ne s'est pas amélioré. J'ai passé des heures à parcourir le peu que je pouvais voir. Des photos d'une maison où je suppose qu'ils vivent toujours. Papa posant à côté d'un camion déglingué. Maman a partagé un mème, la famille et tout il y a 2 semaines qui m'a fait tellement rire que j'ai failli m'étouffer avec ma boisson énergisante. À midi, mon téléphone affichait 30 appels manqués. Mes mains tremblaient tellement que je les fais tomber 2 fois. J'ai fait quelques recherches. Les avantages d'être dans la sécurité. Je sais comment trouver des informations. Il semble qu'ils aient connu des difficultés financières. Papa n'a pas travaillé depuis des années. Invalidité, d'après ce que j'ai pu reconstituer. Ils ont une hypothèque légale sur leur maison. Facture médicale. Toujours et encore, le cauchemar américain. Et puis, soudain, ils se souviennent qu'ils ont une fille. La rage que je ressens n'est pas une colère brûlante. C'est une colère froide, claire, calculatrice. Pendant 21 années, j'ai rêvé de ce que je leur dirais si jamais je les revoyais. J'ai écrit des scénarios dans ma tête, répété des confrontations imaginaires, mais maintenant que ça arrive, ces fantasmes me paraissent enfantins. Ils m'ont abandonné, laissé pour morte. Ils sont partis en riant pendant que je me noyais. Et maintenant, ils veulent quelque chose de moi. Qu'ils sachent que je ne suis plus la gamine paniquée dans l'eau. Ils n'ont aucune idée de ce que je suis devenu, ni de ce dont je suis capable. Une partie de moi voudrait bloquer leur numéro et disparaître à nouveau. Ce serait sans doute la chose la plus sage. Mais il y a une autre partie. Celle qui se réveille encore en sursaut, haletante, au milieu de la nuit. Celle qui veut autre chose. Cette partie veut qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont fait. Qu'ils ressentent la même impuissance, la même trahison. Qu'ils se raccrochent désespérément à des illusions, tandis que moi, je les observerai depuis le rivage. Le 31e appel est arrivé à 19h13. Cette fois, j'ai décroché. La voix à l'autre bout était plus vieille, plus tremblante que dans mes souvenirs, mais indubitablement la sienne. Lawson. Oh, mon Dieu, c'est maman. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 10 secondes. 20. J'entendais sa respiration. Cette pointe d'espoir. Je me souviens du lac, ai-je dit, avant de raccrocher. Puis j'ai éteint mon téléphone, ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à planifier. Ils m'ont appris à couler. Maintenant, je vais leur apprendre. Mise à jour numéro 1. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien suite à mon dernier message. Je ne m'attendais pas à des milliers de commentaires. Vos encouragements comptent plus que vous ne pouvez l'imaginer. 2 semaines se sont écoulées depuis que j'ai décroché ce 31e appel. 2 des semaines les plus éprouvantes émotionnellement de ma vie d'adulte, mais aussi, d'une manière tordue, plutôt satisfaisante. Alors, voici ce qui s'est passé. Après avoir dit à ma mère que je me souvenais du lac, je les ai ignorés pendant 3 jours, laissant leur panique s'intensifier. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des appels et des SMS, mais je me contentais de regarder les notifications s'accumuler. Pendant ce temps, j'ai fait mes devoirs. Écoutez, je suis doué pour trouver des informations. C'est littéralement ce que je fais. Il m'a fallu moins d'une journée pour dresser un tableau complet de leur vie. Leur adresse n'a pas changé. Toujours la même maison délabrée de mon enfance. Papa, Sutton, n'a pas travaillé depuis 7 ans à cause de problèmes de dos. Maman, Savannah, travaille à temps partiel dans un magasin à $1. Ils sont noyés sous les dettes médicales. 3 refinancements sur la maison. 2 cartes de crédit au maximum. Ils ont même lancé une campagne de financement participatif il y a 6 mois qui a permis de récolter exactement $87. La cerise sur le gâteau, ils se sont renseignés sur moi depuis des semaines, contactant d'anciens voisins, des parents éloignés. Quelqu'un a dû laisser entendre que je me débrouillais bien financièrement. Soudain, ils se sont souvenus qu'ils avaient une fille.
Au 4e jour, j'ai finalement répondu à leur message. Un simple « Qu'est-ce que vous voulez ?» Maman a répondu instantanément « Nous voulons juste renouer avec notre fille. Nous avons fait de terribles erreurs. S'il te plaît, donne-nous une chance. » Bien sûr. 21 années de rien, et maintenant, ils sont submergés par l'amour parental. Totalement crédible. J'ai accepté un appel téléphonique juste pour entendre leur voix, pour confirmer ce que je savais déjà. Cet appel était quelque chose. Maman a pleuré tout le temps. Papa est resté surtout silencieux en arrière-plan, marmonnant de temps en temps qu'il m'avait cherché pendant des années, mensonge, et qu'ils avaient prié pour ce jour, autre mensonge. Ils n'étaient pas religieux quand je les connaissais. J'ai à peine parlé. J'ai juste écouté leur performance. Ils ont tourné autour du pot concernant le lac jusqu'à ce que je finisse par dire « Alors, est-ce qu'on va parler du fait que vous m'avez laissé me noyer quand j'avais 15 ans ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis sont venues les excuses. Ils traversaient une période difficile. Ils voulaient juste me donner une leçon. Ils sont revenus 30 minutes plus tard, mais j'étais parti. Ils m'ont cherché partout. Ils ont déposé un avis de disparition. Certainement un mensonge. J'ai vérifié. Je les ai laissés divaguer. Puis j'ai posé la question à $1 million. Pourquoi me contactez-vous maintenant? Et là, plus précisément, silence. Puis maman a dit quelque chose sur le fait que la famille est importante en vieillissant. Papa a toussé en arrière-plan. Aucun n'a mentionné l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai décidé exactement comment les choses allaient se passer. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer, mais que j'étais ouverte à renouer lentement. Le soulagement dans leur voix était pathétique. Puis j'ai posé la première condition. Je voulais qu'ils m'écrivent des lettres manuscrites à l'ancienne, expliquant exactement ce qui s'était passé ce jour-là au lac de leur point de vue. Honnêteté totale ou pas de relation. Ils ont accepté instantanément, trop avidement. Les lettres sont arrivées 3 jours plus tard. Je les ai lues assises sur mon balcon, en buvant du café. Celle de maman faisait 8 pages d'excuses dramatiques et de justifications. Celle de papa faisait 2 paragraphes, disant en gros qu'il était désolé, mais que j'avais été une enfant difficile. Aucun n'a mentionné qu'ils étaient partis en riant pendant que j'ai failli me noyer. Aucun n'a mentionné la photo que maman a prise pour les souvenirs. Aucune ne semblait le moins du monde sincère. Alors, je suis passé à la phase 2. Je les ai appelés et leur ai dit que je voulais les rencontrer, mais pas encore. D'abord, je devais voir s'ils étaient sérieux au sujet de vouloir se racheter. Je leur ai demandé d'aller au centre commercial à 1 heure de chez eux et d'attendre près de la fontaine. Je les y retrouverai à 14 heures. Je ne suis jamais venu. Ils ont attendu pendant 4 heures, envoyant des messages de plus en plus désespérés. Je surveillais leur point de localisation sur la carte de mon téléphone, immobile. 4 heures de leur temps gâché, à attendre, espérer. Un peu comme quand je les attendais au bord du lac, jadis. Finalement, j'ai appelé, m'excusant abondamment. Une urgence au travail. Pourrions-nous réessayer demain? Un autre centre commercial, encore plus loin. Ils ont accepté immédiatement. Et le lendemain, je leur ai encore posé un lapin. À chaque fois, une excuse différente. Après la 3e fois, papa a fini par montrer un peu de fermeté et a envoyé un texto. Ce n'est pas juste. On fait des efforts. J'ai répondu. C'était juste quand vous m'avez laissé au bord du lac. Aucune réponse. Pour la 4e rencontre, j'ai changé de tactique. Je leur ai demandé d'apporter quelque chose de précis. Un album photo de quand j'étais enfant, s'il l'avait encore, et de me rejoindre dans un restaurant chic. J'ai réservé à mon nom, leur ai dit de commander ce qu'ils voulaient, que je serais là à 19 heures. Je suis arrivé à 20h30. Je les ai trouvés, tripotant nerveusement des plats froids qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. L'album photo posé sur la table, entre eux. Le maquillage de maman avait coulé, à force de pleurer. Papa avait l'air d'avoir pris 10 ans de plus en une semaine. Je me suis assise sans dire bonjour et j'ai ouvert l'album. Et là, elle était, à la toute dernière page. La photo du lac, moi dans l'eau, la peur clairement visible sur mon visage. Dans le coin de l'image, on pouvait apercevoir le reflet souriant de maman dans le rétroviseur de la voiture. J'ai arraché cette page, les plié et les mise dans ma poche. Ensuite, j'ai demandé pourquoi il me contactait vraiment après toutes ces années. Encore des détours, encore des larmes de maman. Papa fixait son assiette. Finalement, maman a craqué. Ils allaient perdre la maison. Les factures médicales de papa s'accumulaient. Il n'avait plus personne vers qui se tourner. Ils avaient entendu dire que je gagnais bien ma vie. Pourrais-je aider mes parents dans le besoin? Voilà. La vérité. Enfin. J'ai hoché la tête,
fait signe au serveur pour l'addition et payé leur dîner à 200 $ avec ma carte. Ensuite, je leur ai dit que j'allais réfléchir à les aider, mais que j'avais besoin de preuves qu'ils étaient vraiment désolés, d'abord. Pendant la semaine suivante, je leur ai fait faire des choses de plus en plus humiliantes. Je leur ai dit de vendre le matériel de pêche fétiche de papa, sa collection de canards de prix dont il avait parlé pendant le dîner. Ils l'ont fait, en m'envoyant des photos du reçu du prêteur sur gage. Je leur ai demandé d'écrire des messages publics sur les réseaux sociaux, s'excusant auprès de moi sans expliquer pourquoi. Assez vague pour mettre leurs amis mal à l'aise, mais assez précis pour qu'il soit évident que c'était de moi qu'il s'agissait. Je les ai obligés à faire 2 heures de route pour livrer un café à mon concierge, avec un mot disant que c'était de leur part, sachant pertinemment que je n'étais même pas chez moi ce jour-là. Je leur ai fait envoyer des photos d'eux tenant des pancartes disant « Nous avons abandonné notre fille ». Je leur ai dit que les photos étaient juste pour moi, pour m'aider à gérer mes émotions. Je n'ai jamais eu l'intention de les partager. Ce serait trop cruel, même pour moi. Chaque tâche rencontrait de moins en moins de résistance. Leur désespoir grandissait chaque jour, à mesure que leur situation financière empirait. C'était affligeant, et pourtant, une certaine satisfaction naissait en moi. Je me sentais, enfin, en contrôle de mon histoire. Un SMS de mon père concernant un dernier avis de la banque. Un appel de ma mère, en pleurs, me disant qu'ils risquaient de devoir vivre dans leur voiture. J'ai presque ressenti de la pitié. Presque. Puis est arrivé ce mercredi. Alors que je préparais le dîner, un rare moment de doute m'a envahi concernant mon plan de vengeance. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, pensant que c'était encore eux, appelant d'un autre téléphone. C'était Robin, le pêcheur qui m'avait sauvé. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, bien que nous soyons restés vaguement en contact via les réseaux sociaux. Il est allé droit au but. Tes parents sont venus me voir aujourd'hui. Ils m'ont trouvé grâce au forum de pêche local. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé le jour où je t'ai trouvé. Mon estomac s'est noué. Robin a continué, il semblait désespéré de comprendre. La femme, ta mère, pleurait quand je lui ai décrit tes lèvres bleues. L'homme, ton père, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je lui ai demandé ce qu'il leur avait dit. Il a dit qu'il leur avait dit la vérité, que j'étais à quelques minutes de la mort quand il m'avait trouvé, que je l'avais supplié de ne pas me renvoyer vers eux. Qu'en m'aidant à entrer dans le système au lieu de me ramener à eux, il était sûr d'avoir pris la bonne décision. Puis Robin m'a posé une question qui m'a fait m'asseoir brusquement dans ma cuisine. « Qu'est-ce que tu fais, Lawson ?» Je lui ai tout raconté. Les appels, les lettres, les épreuves que je leur avais fait traverser. À chaque détail, je me sentais moins justifié et plus vide. Robin est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Je t'accompagne. » Où ? Ai-je demandé. Pour les affronter correctement, a-t-il dit. Pour en finir au bord du lac. Le lac. Bien sûr, il fallait que ce soit le lac. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à mes parents. Je leur ai dit que j'avais décidé de les aider avec leurs problèmes financiers. Mais avant, je devais les voir au bord du lac où tout s'était passé. Ils devaient apporter la preuve qu'ils avaient mis leur maison en vente, car je ne les aiderais que s'ils étaient prêts à reconstruire notre relation. Je leur ai dit de me rejoindre là-bas samedi à midi. Robin a accepté d'être là, lui aussi. Non pas pour intervenir, mais juste pour être témoin, pour s'assurer que je ne me perde pas dans le processus. C'est vendredi soir maintenant, alors que j'écris ces mots. Demain, c'est le lac. Demain, ils comprendront que ce n'a jamais été une question d'argent. Il n'a jamais été question de les aider. Demain, ils comprendront exactement ce que ça fait d'être abandonné par quelqu'un sur qui on comptait pour nous sauver. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires. Leurs informations financières sont ouvertes sur mon ordinateur portable. La photo prise au bord du lac est posée à côté de mes clés. Une partie de moi se demande si je ne suis pas allé trop loin. Si tout ce plan de vengeance en dit plus sur ce que je suis devenu que sur ce qu'ils m'ont fait. Mais ensuite, je me souviens de ma lutte pour respirer, de l'eau du lac que j'avalais, de ma vue qui s'obscurcissait. Ils m'ont appris à couler. Demain, ils apprendront ce que ça fait. Dernière mise à jour. Je fixe mon écran depuis 20 minutes, essayant de trouver comment commencer cette dernière mise à jour. Mes mains tremblent encore un peu. Ce n'est plus de la colère, mais d'une sensation que je n'arrive pas à identifier. Le lac, au début du printemps, a une allure différente. C'est la première chose que je me suis dite en arrivant hier matin. Plus petit, d'une certaine manière, moins menaçant. L'eau était calme, reflétant des fragments de nuages. Pendant une seconde, il était difficile d'associer cette scène paisible à l'endroit qui hante mes rêves depuis 21 ans. J'étais arrivé 1 heure en avance, garé ma voiture à l'abri des regards depuis le parking principal.
J'avais besoin de ce temps pour me recentrer, pour me rappeler pourquoi j'étais là. Robin m'avait envoyé un message pour me dire qu'il aurait 15 minutes de retard. Sa petite fille avait renversé du jus partout sur lui juste au moment où il partait. Ce détail banal a presque réussi à me faire sourire malgré tout. La vie continue, même les jours qui semblent monumentaux. À 11h45, ils sont arrivés. La même vieille camionnette délabrée que papa avait sur sa photo de profil. Je les ai observés à travers mes jumelles pendant qu'ils sortaient, regardant autour d'eux nerveusement. Maman portait ce qui était clairement sa belle tenue, le genre de vêtements qu'on garde pour les entretiens d'embauche ou les comparutions au tribunal. Papa marchait en boitant visiblement, s'appuyant sur une canne dont j'ignorais l'existence. Ils avaient l'air petits d'où je les observais, plus âgés que leur âge réel, diminués en quelque sorte. J'ai envoyé un message à Robin avec ma position exacte et j'ai attendu de voir sa silhouette familière s'approcher d'eux. C'était un élément du plan. Il devait les rencontrer en premier, en faisant semblant d'être un pêcheur lambda, jusqu'à mon arrivée. Je voulais observer leur réaction face à lui, cet étranger qui connaissait la vérité sur ce qu'ils avaient fait. À travers mes jumelles, j'ai observé la reconnaissance se faire jour sur leur visage quand Robin s'est présenté. La main de maman s'est portée à sa bouche. Papa a fait un pas en arrière. Même de loin, leur choc était évident. J'ai attendu encore 10 minutes avant de m'approcher. Ces 10 minutes se sont étirées en une éternité. Les battements de mon cœur résonnaient comme des vagues dans mon oreille, rythmiques, insistants. Au moment où je me suis approché d'eux, maman pleurait ouvertement et papa fixait le sol, les jointures de ses doigts blanchis autour de sa canne. Personne ne parlait au début. Le seul son était celui de l'eau qui clapotait contre la rive et les sanglots étouffés de maman. Robin se tenait légèrement à l'écart, solide et calme comme toujours. Finalement, j'ai brisé le silence. « Alors, vous avez apporté les papiers de la maison ?» Maman a fouillé dans son sac à main, les mains tremblant tellement qu'elle a laissé tomber ses clés. Elle a sorti un dossier avec un contrat de vente immobilière. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient mis leur maison en vente parce que je leur avais dit de le faire. Le pouvoir que j'ai ressenti à ce moment-là était dérangeant. C'était ce que je voulais, n'est-ce pas? Qu'ils soient désespérés, prêts à tout. Alors pourquoi ce sentiment de vide? J'ai pris le dossier sans l'ouvrir. Puis j'ai pointé du doigt l'endroit exact où ils m'avaient abandonné toutes ces années auparavant. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé juste là? Papa a parlé pour la première fois, sa voix se brisant. On a fait une erreur. Nous avons été stupides et cruels, et nous avons fait une terrible erreur. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Une erreur, c'est d'oublier l'anniversaire de quelqu'un. Une erreur, c'est de prendre un mauvais virage. Ce que vous avez fait n'était pas une erreur. C'était un choix. Maman a tendu les bras vers moi, cherchant à m'approcher. J'ai reculé d'un pas. Ne me touchez pas. Je ne suis pas venu ici pour des retrouvailles larmoyantes. Écoutez, j'avais préparé tout un discours. Un moment où j'aurais pu exposer exactement ce qu'ils avaient fait et comment cela m'avait affecté. Comment je n'avais pas pu dormir la tête sous l'eau dans la douche pendant des années. Comment je sursautais dès que quelqu'un élevait la voix. Comment j'avais du mal à faire confiance à qui que ce soit. Comment j'avais construit toute ma vie autour de l'idée de n'avoir jamais besoin de l'aide de personne, parce que les personnes censées me protéger m'avaient abandonné. Mais en les regardant, ces gens brisés, le discours m'a semblé inutile. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. La question était de savoir pourquoi ils l'avaient fait. Alors je leur ai demandé, pas de manière rhétorique, pas comme une accusation. Je voulais sincèrement comprendre comment un parent pouvait faire ça à son enfant. L'histoire qui a émergé était laide et triste et exaspérément humaine. Papa avait perdu son emploi cette semaine-là. Ils avaient reçu un avis d'expulsion ce matin même. Ils buvaient tous les deux beaucoup, se disputaient constamment. Maman avait trouvé des accessoires liés à la drogue dans le camion de papa. Papa avait découvert que maman envisageait de le quitter. J'étais la cible idéale pour toute leur rage, leur peur et leur haine de soi. L'adolescente effrontée qui n'arrêtait pas de se plaindre de l'injustice de tout cela. Papa, dans un moment qu'il a appelé « folie passagère », a suggéré de me donner une leçon. Maman, ivre et amère, a acquiescé. Ils n'avaient jamais eu l'intention de me laisser là plus de quelques minutes, mais ils ont commencé à se disputer dans la voiture, se sont arrêtés dans un bar sur la route, ont continué à boire, ont perdu la notion du temps. Quand ils se sont finalement souvenus et sont revenus, j'avais disparu. Ils m'ont cherché, à contre-cœur, honteusement, mais avaient trop peur des conséquences juridiques pour aller à la police. Quand ils ont enfin dégrisé suffisamment pour réaliser toute l'horreur de ce qu'ils avaient fait, j'avais disparu dans le système. Chaque mot qu'ils prononçaient me faisait me sentir à la fois validé et floué. Ce n'était pas la cruauté calculée que j'avais imaginée pendant toutes ces années. C'était quelque chose de presque pire.
Une négligence insouciante de la part de personnes trop absorbées par leurs propres problèmes pour se rendre compte qu'elles étaient en train de détruire une vie. Robin, qui avait observé en silence, a finalement pris la parole. Il a décrit le moment où il m'avait trouvé ce jour-là. À quel point j'étais proche de la noyade. Comment je l'avais supplié de ne pas me renvoyer vers eux. La peur dans mes yeux. Maman s'est effondrée sur le gravier, sanglotant de façon incontrôlable. Papa avait l'air sur le point de vomir. Robin a continué, sa voix ferme. Il leur a raconté comment il avait pris de mes nouvelles au fil des ans, à quel point il était fier de ce que j'étais devenu malgré ce qu'ils avaient fait, comment il s'était inquiété de ma reconnexion avec eux. Puis il a posé la question que je n'avais pas posée. Êtes-vous des personnes différentes maintenant de ce que vous étiez alors? Le silence qui a suivi était lourd de 21 ans de choix et de conséquences. Papa a finalement parlé. J'ai arrêté de boire il y a 16 ans. Je n'ai plus touché une goutte depuis. Trop tard pour que tu le vois, mais c'est la vérité. Maman a essuyé ses yeux. Nous suivons une thérapie depuis une décennie, séparément et ensemble. Nous savons que nous ne méritons pas le pardon. J'ai regardé le dossier dans mes mains. La maison qu'ils étaient prêts à vendre pour avoir une chance de faire partie de ma vie à nouveau, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon plan de vengeance n'a jamais vraiment été une question de les faire souffrir. Il s'agissait plutôt de leur faire reconnaître ce qu'ils avaient fait, de les forcer à l'affronter sans excuse ni minimisation. Et c'était ce qui se passait maintenant, alors qu'ils se tenaient exactement à l'endroit où ils m'avaient abandonné. J'ai remis le dossier à maman. Vous n'avez pas besoin de vendre votre maison. Le soulagement sur leur visage était douloureux à observer. Mais soyons clairs, ai-je continué. Je ne vous pardonne pas. Je ne sais même pas si je le pourrai un jour. Ce que je fais, c'est stopper ce cycle de souffrance. J'ai sorti mon téléphone et affiché un document que j'avais préparé. C'était un accord simple. Je les aiderais à éviter la saisie immobilière avec un paiement unique directement à leur banque. En échange, ils continueraient la thérapie et respecteraient mes limites en matière de contact. Pas de réunion de famille larmoyante, pas de simulation que le passé n'existe pas. Juste un accord clair et net qui nous permettrait à tous d'aller de l'avant. Ils l'ont signé sans hésitation. Alors que nous nous apprêtions à partir, maman a demandé si elle pouvait dire une chose de plus. J'ai acquiescé. Elle m'a raconté qu'elle avait gardé ma chambre exactement comme elle était le jour où je suis parti. Pendant 21 ans, elle l'avait dépoussiérée chaque semaine, changé les draps tous les mois, comme si je pouvais revenir n'importe quand. C'était sa pénitence, a-t-elle dit. Son rappel constant. Ce détail m'a touché plus que tout le reste. L'image d'elle entretenant un sanctuaire à son plus grand échec pendant 2 décennies, alors que j'étais occupé à construire une vie et à essayer d'oublier qu'ils existaient. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas prévu de nous revoir. Je leur ai simplement dit que mon avocat les contacterait au sujet des modalités de paiement, et je suis parti avec Robin à mes côtés. De retour à ma voiture, Robin m'a demandé si j'allais bien. Je ne savais pas comment répondre. Est-ce que j'allais bien? Non. Mais j'étais quelque chose de plus léger, peut-être. Comme si j'avais déposé un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas vraiment partie de moi. Je lui ai demandé pourquoi il était resté en contact toutes ces années. Qu'est-ce qui lui avait fait prendre un tel intérêt pour une enfant au hasard qu'il avait sorti d'un lac? Sa réponse était simple. Parfois, la vie te met exactement là où tu dois être. Ce jour-là, il était censé pêcher à son endroit habituel, mais il s'est senti attiré par un endroit nouveau. Il a écouté ce sentiment et a fini par me sauver la vie. Nous sommes restés là dans un silence confortable pendant 1 minute. Puis il m'a demandé si je voulais déjeuner. Rien d'extraordinaire, juste le café du coin qui servait de bons sandwichs au poisson. Pas de conversation profonde sur le passé ou l'avenir. Juste 2 personnes partageant un repas. J'ai dit oui. C'était hier. Aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. Pas de rêve de noyade. Pas de réveil en sursaut, haletant. Ce n'est pas une fin hollywoodienne propre. Je ne suis pas soudainement guéri ou prêt à jouer à la famille heureuse, mais je ne me noie plus dans la rage non plus. Ma thérapeute dirait probablement quelque chose à propos de la clôture des cycles ou de la résolution narrative. Tout ce que je peux dire, c'est que le lac me paraît plus petit qu'avant, et c'est déjà ça. J'ai l'impression qu'il a rapetissé, comme si une partie de sa grandeur s'était envolée avec tout le reste. C'est peut-être juste une illusion, une distorsion créée par tout ce que j'ai traversé. Mais cette sensation, même minime, est quand même là. Je voulais juste vous remercier, vous tous sur Reddit. Vos commentaires, votre soutien, ça a été incroyablement important pour moi pendant toute cette période chaotique. Je ne sais pas comment exprimer à quel point vos messages ont fait une différence. Ils m'ont aidé à tenir le coup, à me sentir moins seul face à tout ça.